Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on parle du tout dernier film de la saga Alien. À moins que vous regardiez cette vidéo en 2070. D'ici là, il y en aura peut-être eu d'autres. C'est parti pour Alien Covenant. Suite au succès commercial plutôt respectable de Prometheus, la Fox ne se fit pas prier pour lancer la production d'une suite, toujours avec Scott aux commandes. Maintenant qu'il avait enfin retrouvé la saga, il allait pas la lâcher comme ça. Pendant les réécritures de Prometheus, Scott et Lindelof avaient commencé à parler du chemin que pourraient emprunter d'éventuelles suites. Il semblait donc logique que Lindelof rempile sur le second volet. Cependant, face aux réactions mitigées du public envers Prometheus, Lindelof préféra se retirer et partit travailler sur d'autres projets. Je me fais le porte-parole des fans d'Alien en t'adressant le message suivant, Damon. Bon débarras. Pour Scott, l'étape suivante consistait donc à montrer la planète d'origine des ingénieurs, appelée le Paradis par David dans une scène coupée de Prometheus. Sauf que cette version du Paradis serait bien sûr extrêmement sinistre et dangereuse. En juin 2013, il fut donc annoncé que le scénariste Jack Paglen, auteur du médiocre Transcendence avec Johnny Depp, avait rejoint le projet. Un an plus tard, en mars 2014, c'est Michael Green, à qui l'on doit les scénars de Green Lantern, Logan et Blade Runner 2049, qui fut embauché pour procéder à des réécritures sur le script de Paglen. Ouais, y a un mec qui a Green Lantern, Logan et Blade Runner 2049 sur son CV. Cherchez l'intrus. En novembre 2014, Scott annonça que le scénario, toujours en pleine écriture, lui plaisait beaucoup et qu'il apportait énormément de fraîcheur à la saga. Par contre, une chose était claire, il n'y aurait pas de xénomorphe. Selon Scott, le monstre était fini. On l'avait filmé sous toutes les coutures dans 6 films et il avait perdu toute son aura. Place à du neuf. Sauf qu'en décembre 2015, Scott nous fait un petit rétro-pédalage. Place à du vieux. Le script a en effet été totalement réécrit par un certain Dante Harper et Scott affirme désormais que ce Prometheus 2 tiendra bien plus d'aliens que son prédécesseur et qu'on peut donc s'attendre à y croiser le xénomorphe. Est-ce la Fox qui lui a demandé d'intégrer l'alien pour amadouer les fans déçus par Prometheus, ou est-ce Scott lui-même qui s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée d'écouter les fans? Connaissant le bonhomme, je mise sur un petit coup de pression de la part de la Fox. Scott en profite pour annoncer les retours de Noomi Rapace et Michael Fassbender et révèle qu'il prévoit 4 films en tout pour la saga Prometheus, ce qui signifie qu'après ce nouveau volet, il en tournera encore 2 autres. Mais c'est qu'on ne l'arrête plus! Enfin, Scott révèle le titre de ce nouvel opus qui sera donc Alien Paradise Lost, en référence au paradis perdu de John Milton, un poème épique racontant l'histoire d'Adam et Ève, leur tentation par Lucifer et leur expulsion du jardin d'Éden. Scott a donc bien l'intention de rester fidèle à Prometheus, au moins en ce qui concerne le symbolisme religieux. Sauf que quelques mois plus tard, le titre change de nouveau pour Alien Covenant. On apprend alors que le script subit de nouvelles révisions, cette fois-ci par le scénariste John Logan, connu entre autres pour Gladiator et Skyfall. Pas mal! Une fois le script prêt, le tournage commence en avril 2016 en Nouvelle-Zélande avec notamment Michael Fassbender, Catherine Waterston et Danny McBride dans les rôles principaux. Étonnamment, aucune nouvelle de Noomi Rapace alors qu'il avait pourtant bien été déclaré que Shaw ferait son retour. Bref, Scott installe donc ses caméras sur Milford Sound, un fjord de Nouvelle-Zélande que Peter Jackson lui-même qualifiait de lieu de tournage impossible. Défi accepté. Le tournage se poursuit ensuite en Australie et comme à son habitude, Scott fait construire d'immenses décors pour émerger au mieux ses acteurs dans l'univers du film. Le budget de Covenant s'élève à environ 100 millions de $, soit 30 de moins que Prometheus, sans doute lié au fait que ce dernier avait été tourné en 3D. C'est donc pas le cas ici. Le tournage s'achève en juillet 2016 et le film part en post-production pour une sortie prévue en mai 2017. La promo du film, avec ses bandes annonces à l'ambiance sinistre et ses posters axés sur les aliens, va dans le sens des déclarations de Scott. Covenant semble opérer un retour aux sources après la parenthèse Prometheus. À sa sortie, le film fait néanmoins globalement le même effet aux fans. Si certains reconnaissent que des efforts ont été faits, c'est majoritairement la déception qui l'emporte. En ce qui concerne le box-office, Covenant rapporte en tout 240 millions de $, ce qui en fait le deuxième plus gros succès de la saga, mais quand même bien en dessous des 400 millions de Prometheus. Bref, Covenant, de quoi ça parle? Ce nouvel opus démarre donc 10 ans après Prometheus, à bord du vaisseau Covenant qui fait route vers la planète Origaesis pour la coloniser avec plus de 2000 hommes et femmes à son bord. Au milieu du voyage, le vaisseau subit de lourds dégâts causés par une éruption stellaire et Bronson, le capitaine, joué par James Franco, coucou James Franco, meurt brûlé dans sa capsule cryogénique. Au revoir James Franco. Suite à ce drame, l'équipage, composé d'une quinzaine de personnes dont l'androïde Walter, s'active à réparer les dégâts. Ce faisant, il capte une transmission en provenance d'une planète inconnue bien plus proche qu'Origaesis. Curieusement, cette planète semble présenter des conditions plus propices à la vie que leur destination d'origine. N'ayant que moyennement envie de retourner dans les capsules cryogéniques où leur ancien capitaine a fini carbonisé, ils décident de faire de cette planète leur nouvelle destination. Une partie de l'équipage part donc en reconnaissance, mais constate bien vite que cette planète est tout sauf accueillante et qu'il n'y règne que la mort. Alors qu'ils découvrent l'épave du vaisseau ingénieur utilisé par Shaw et David à la fin de Prometheus, plusieurs personnages se font contaminer par le pathogène noir, donnant naissance à une nouvelle forme d'aliens, les néomorphes. Lorsque leur navette explose, ils se trouvent alors naufragés sur cette planète inhospitalière sans possibilité de rejoindre le Covenant. Cernés par les monstres, ils trouveront leur salut grâce à David, lui-même naufragé depuis plusieurs années. Il les mène alors dans une ancienne cité ayant appartenu aux ingénieurs, leur promettant qu'ils y seront en sécurité. Sauf qu'en fait, pas du tout. Après Prometheus qui avait été pas mal décevant, Alien Covenant se devait de redresser la barre, surtout si Scott avait l'intention de faire encore 2 films supplémentaires après ce nouvel opus. Il fallait donc éviter de faire les mêmes erreurs que le précédent en nous proposant avant toute chose une histoire qui se tienne. Ah, Covenant, il y a beaucoup de monde qui l'aime pas ce film. Moi-même au premier visionnage, j'ai pas franchement apprécié.
Et puis, en le revoyant plusieurs fois, je me dis que c'est pas si mal en fait. Je trouve en effet que, comparé à Prometheus, le film et ses péripéties se suivent plutôt sans déplaisir. C'est rythmé, on n'a pas franchement le temps de s'ennuyer, et il se passe toujours quelque chose. C'est déjà un sacré progrès. Contrairement à Prometheus, le film démarre assez vite. Pas de blabla inutile, à peine arrivé sur la planète, les ennuis commencent et on retrouve immédiatement cette intensité qui manquait tant à la saga depuis toutes ces années. La naissance du néomorphe fait d'ailleurs une entrée fracassante parmi les meilleures séquences de la saga. Seule ombre au tableau, le fait que malheureusement, toutes les créatures du film soient réalisées en images de synthèse et non en effets pratiques comme ça avait toujours été le cas jusqu'à présent. En grande partie en tout cas. Le problème, c'est que ça casse le réalisme, parce que selon les plans, les créatures sont pas franchement bien incrustées. Mais ce défaut mis à part, l'acte 1 du film est vraiment réussi. On ressent cette peur panique des personnages face à une situation qui les dépasse, on a peur pour eux, on découvre une nouvelle race d'aliens. Bref, contrairement à Prometheus, dès le début on a ce qu'on était venu chercher. Et si cette nouvelle race d'aliens est nommée néomorphe, il s'agit en réalité des fameux beluga xénomorphes du script Alien Engineers de Jon Spaihts. La créature est franchement glauque et réussie point de vue design, et c'est d'autant plus dommage que les CGI ne suivent pas dans tous les plans. Bref, il faut reconnaître que Scott démarre quand même très fort, et l'atmosphère de film d'horreur qui émane du film rappelle parfois celle du premier volet. La différence avec Alien, c'est que c'est beaucoup moins subtil et que ça lorgne parfois dangereusement vers le slasher. En termes de mise en scène, le film est extrêmement réussi. C'est pas franchement une surprise étant donné que Scott est pas un manche, mais il faut quand même le souligner. Si la mise en scène de Prometheus était plutôt posée, la faute à des caméras 3D difficiles à manier, on se trouve ici avec beaucoup plus de plans réalisés caméra à l'épaule, apportant beaucoup de nervosité au film. Concernant la photographie, elle est parfaite. Les plans sont fabuleux et l'ambiance austère qui se dégage de cette planète est vraiment bien rendue, aidée par des décors impressionnants. Le film nous permet ainsi de découvrir la cité des ingénieurs, inspirée de Pompéi avec tous ses habitants figés dans la mort. Néanmoins, si visuellement réussie soit-elle, on pourra regretter que l'esthétique de cette nécropole soit plus inspirée des cités romaines que des visions biomécaniques de Giger. On perd l'esthétique de pure science-fiction et c'est assez dommage. On sait que Scott a horreur de se répéter, mais bon, quand on voit le vaisseau ingénieur, on imagine un certain type de civilisation, cohérente en termes d'esthétique. C'est assez dommage, d'autant que certaines illustrations datant du tout début du développement du film dépeignent une civilisation bien plus en adéquation avec les designs de Giger. Concernant les ingénieurs eux-mêmes, ils sont malheureusement aux abonnés absents à l'exception d'une séquence flashback dans laquelle David lâche sur eux le pathogène noir lors de son arrivée sur la planète. Encore une séquence très réussie d'ailleurs. J'y trouverais par contre à redire concernant leur look, différent de celui qu'ils arborent dans Prometheus et qui leur donne un art beaucoup trop humain, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, comme je l'ai dit, ils sont pas du tout au premier plan. Covenant n'est donc pas le film qui répondra aux questions métaphysiques de Prometheus sur nos origines, mise de côté le temps d'un petit retour aux sources de la saga assez plaisant. Cependant, si Scott a certes opéré un retour au pur film de monstre, il n'en oublie pas pour autant certains questionnements philosophiques. Les origines de l'humanité passent à la trappe, mais pas la question de la création, développée via le personnage de David. Seul depuis 10 ans sur la planète des ingénieurs après y avoir perpétré un génocide à l'aide du pathogène, David s'est employé à étudier ce dernier et à expérimenter ses effets. Ce qui définit David par-dessus tout dans Alien Covenant, c'est donc sa volonté créationniste. Au début du film, on assiste à sa naissance et on le voit échanger avec Peter Weyland. Très rapidement, David réalise qu'il lui est supérieur en tout point et que son créateur est en réalité indigne de lui. Mais Weyland lui rappelle très vite où est sa place. Bring me his tea, David. On comprend alors d'où viennent la frustration et la condescendance qui animent ses actes. Pourquoi détruire les ingénieurs si ce n'est pour assouvir son immense complexe de supériorité? Il se sait supérieur aux hommes, mais il n'est que leur serviteur. En réalité, David veut s'émanciper, chose qu'il accomplit en détruisant les ingénieurs, les figures divines. L'androïde détruit Dieu et peut alors prendre sa place. Look on my works, ye mighty, and despair. David aspire donc plus que tout à devenir un créateur. Si l'humanité a été capable de le créer lui, alors il sera capable de faire encore mieux. À la différence que lui ne décevra pas sa création, il en sera digne. Lorsqu'il fait la rencontre de Walter, l'androïde du Covenant, un modèle plus évolué, il tente de le rallier à sa cause, mais se heurte au pragmatisme de ce dernier. Là où David est un robot capable d'émotion et doté d'une volonté et d'une personnalité propre, Walter n'obéit qu'à des règles et des protocoles. Then why did you sacrifice your hand for her life? What is that if not love? Duty. Frustré par le manque de personnalité de son interlocuteur, David tombe de haut lorsque ce dernier le corrige, soulignant l'erreur de David qui attribue à tort le poème Ozymandias à Byron au lieu de Shelley. When one note is off, it eventually destroys the whole symphony, David. David, qui se croit si parfait, souffre en réalité d'une malfonction. Est-elle là depuis le début, ou est-ce le résultat de ses 10 ans de solitude sans la moindre maintenance? Le fait est que l'androïde n'est pas aussi parfait qu'il le voudrait. Il est en fait bien plus humain qu'il ne le pense. Et c'est là la richesse du personnage. Lui, David, l'androïde qui est l'humanité, possède en réalité tous les défauts qu'il exècre chez les humains, et notamment ceux de son créateur Peter Weyland. Tel le dieu qu'il croyait être, Weyland a en effet créé David à son image, soit calculateur, ambitieux et mégalo. L'androïde se prend pour dieu, comme Weyland, il veut créer de la vie, comme Weyland, et est prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à sacrifier la vie d'autrui, comme Weyland. La seule chose qui le différencie de Weyland au final, c'est le respect qu'il éprouve envers sa propre création. Bref, David est un personnage assez riche, plutôt bien écrit, et fabuleusement interprété par Michael Fassbender, qui relève haut la main le défi consistant à interpréter deux personnages, à savoir Walter et David. Walter et David, ça vous rappelle rien? C'est clairement une référence aux deux producteurs de la saga, Walter Hill et David Giller.
Concernant les autres personnages par contre, c'est pas une grande réussite. Déjà, il y en a beaucoup trop, ce qui fait que les trois quarts servent pas à grand chose à part mourir et c'est impossible de s'y attacher. Sans compter la connerie de certaines répliques au début du film. Les personnages principaux sont quant à eux relativement bien interprétés, mais ne laissent pas un souvenir impérissable. Daniels, incarné à l'écran par Katherine Waterston, est le personnage principal du film. Plutôt inspiré de Ripley, Daniels est une femme forte qui pense avoir tout perdu suite au décès de son mari, mais qui parvient à trouver en elle les ressources nécessaires pour faire face aux événements, devenant petit à petit un véritable leader. Si la performance de Waterston est solide, le personnage se fait vite voler la vedette dès lors que David débarque. Et ouais, c'est du rail mais c'est comme ça. Il y a aussi l'homme de foi, Oram, joué par Billy Crudup. Forcé de prendre le commandement de la mission suite au décès de Bronson, Oram passera tout le film à douter de lui et de sa capacité à commander, le poussant parfois à prendre de mauvaises décisions. L'ambivalence de sa personnalité, tiraillée entre sa foi et l'aspect purement scientifique de sa mission, est un trait intéressant qui aurait malheureusement mérité plus de développement pour être réellement abouti. Et concernant Shaw, si le personnage est souvent évoqué, sa présence ne consiste qu'en une mini-apparition sur une photo et sous forme d'hologramme. Pour avoir un peu plus de détails sur ce qui lui est arrivé après Prometheus, il faudra regarder la séquence diffusée sur YouTube quelques temps avant la sortie du film. C'est franchement dommage que Shaw subisse un tel traitement. C'est pas mon perso préféré de la saga, mais elle méritait quand même mieux qu'une simple scène sur YouTube. Surtout que dans les premiers scripts, elle était bel et bien présente. Elle avait en effet survécu au voyage et échappé à David, survivant comme elle le pouvait dans les catacombes sous la cité des ingénieurs. Et une fois que l'équipage du Covenant entrait en scène, elle était censée les aider à quitter la planète. Le personnage aurait donc eu droit à un traitement digne de ce nom. Comme Scott l'avait promis, Alien Covenant voit par contre le retour des xénomorphes dans son acte 3, et on apprend enfin quelle est leur véritable origine, il s'agit en fait de la création de David. Certains seront donc déçus d'apprendre que les xénomorphes sont en fait le résultat des expérimentations d'un androïde. Personnellement, je trouve intéressant le fait que cette IA dégénérée soit à l'origine de la créature, et que toute sa frustration et sa haine de l'humanité se soient matérialisées dans ce monstre tueur. Sans compter le fait que ça apporte une explication à l'étrange fascination que les androïdes éprouvaient pour le xénomorphe dans les deux premiers opus de la saga. Le problème, c'est qu'on sent que Scott s'est trouvé obligé d'intégrer l'alien au film. Ce dernier arrive donc un peu comme un cheveu sur la soupe et semble n'être là que pour remplir un cahier des charges. On aurait vraiment pu se contenter des néomorphes et de David comme antagonistes du film. Y a pas d'alien, on n'est pas content. Y a l'alien, on n'est pas content. On est un peu relou quand même, hein. Bref, si les actes 1 et 2 sont pour moi plutôt bons, l'acte 3 retombe un peu comme un soufflet avec l'apparition du xénomorphe qui sonne comme un passage obligé. La naissance de l'alien aura d'ailleurs fait hurler beaucoup de fans, le design original du Chestbuster disparaissant en effet au profit d'un simple mini-alien, ce qui est pas top niveau cohérence. En plus de ça, cette scène de naissance est aux antipodes de celle du premier film, tournée de façon très solennelle, accompagnée d'une musique apaisante avec un bébé alien presque mignon. Chelou! On va être honnête, cette séquence n'a pas de sens si on la compare à ce qu'on a déjà vu 300 fois dans les précédents opus. Sauf que si on y réfléchit 2 secondes, on réalise vite que le point de vue qui importe dans cette scène, c'est celui de David, heureux, qui contemple sa création. Moins chelou du coup. Bon, un peu quand même. Le comportement d'Oram lors de cette séquence aura également fait couler pas mal d'encre. Alors qu'il semble avoir compris que le personnage de David était un gros taré, il n'hésite pourtant pas une seconde quand ce dernier lui propose gentiment de regarder à l'intérieur de l'œuf alien. Perfectly safe. I assure you. Allez va, je te fais confiance David. On a démarré du mauvais pied mais soyons amis. Sa réaction est donc pas franchement logique, mais elle était en réalité totalement justifiée dans une scène que Scott a malheureusement choisi de couper au montage. En effet, lorsque les deux personnages approchaient de la salle des œufs, David faisait sentir à Oram une sorte de pommade pour l'aider à supporter l'odeur environnante. Mais cette pommade a en réalité eu pour effet de le droguer, le rendant par conséquent bien plus docile et facile à manipuler par David. Le choix de Scott de couper cette courte séquence est donc fortement discutable, car elle met à mal la cohérence de l'ensemble, faisant passer le personnage de Oram pour un gros débile. Suite à ça, le xénomorphe grandit vite, ce qui nous permet de l'admirer dans toute sa gloire de machine à tuer. Extrêmement rapide et dangereux, l'alien version Covenant est un prédateur nerveux bien loin de son incarnation du premier volet, à la gestuelle beaucoup plus lente. On comprend ainsi mieux pourquoi Scott a fait le choix du tout CGI, un acteur en costume ou une animatronique aurait en effet eu beaucoup de mal à effectuer les actions requises. Le problème avec l'alien dans ce film, c'est qu'il est traité comme un monstre classique, loin, très loin de tout le symbolisme qu'il caractérisait dans le premier opus de la saga. Bon, ça fait un moment que c'est le cas, me direz-vous, sauf que là c'est Scott qui est de retour aux commandes, y a donc de quoi être déçu. Concernant la BO, composée par Jet Kurtzel, elle est franchement réussie. Pas de réelle mélodie, mais plutôt des morceaux purement atmosphériques du plus bel effet, et une reprise du fameux thème de Jerry Goldsmith qui n'avait pas été utilisé sur le premier opus. Covenant est donc un film qui a l'audace de prendre des risques, et qu'il fait de façon bien plus maîtrisée que Prometheus, gâché par son scénar qui n'allait nulle part. Il a son lot de détracteurs et je lui reconnais des facilités scénaristiques, mais il a quand même beaucoup à offrir, et j'avoue que je l'apprécie de plus en plus au fur et à mesure des visionnages. Malheureusement, ce n'est toujours pas le préquel que les fans attendaient, et la crise identitaire du film, tiraillée entre la volonté de Scott de donner une suite à Prometheus et celle de la Fox de raccrocher les wagons avec la saga originelle, fait de cet Alien Covenant un film souvent maladroit dans son déroulement. Reste qu'il s'agit quand même d'un bien meilleur film que Prometheus. La fin du film voit David prendre le contrôle du Covenant en se faisant passer pour Walter. Ayant 2000 colons endormis à sa disposition au sein du vaisseau et quelques embryons xénomorphes, il va donc pouvoir continuer ses expériences en toute impunité. Je trouve cette scène de fin franchement réussie. Oui, on voit venir le twist à des kilomètres, mais le jeu de Fassbender, la musique l'entrée des dieux au Valhalla de Richard Wagner et tout simplement le fait que cet androïde psychopathe ait gagné, ça fout quand même son lot de frissons. Qui sait ce qu'il réserve à tous ces colons? Alien Covenant est donc le
le seul film de la saga qui se termine mal et sur un cliffhanger. Un cliffhanger qui annonce d'ailleurs une suite assez glauque mais qui n'arrivera peut-être jamais. Ouf diront certains. Le box-office de Covenant s'étant révélé décevant pour la Fox, le projet de suite, intitulé Alien Awakening, a donc été mis en stand-by, mais le script existe pourtant bel et bien. Rédigé par John Logan, il était censé être la suite directe de Covenant. On y aurait donc retrouvé David, poursuivi par les derniers survivants de la race des ingénieurs dans le but de venger le génocide perpétré par ceux derniers. Ce conflit les aurait menés sur LV-86, sans doute dans le but de faire le lien avec le premier opus d'Alien. Parce que mine de rien, on sait toujours pas comment le vaisseau s'est retrouvé là. Il reste donc à boucler la boucle, mais qui sait si cet Alien Awakening verra bien le jour. Pour l'instant, rien ne laisse à penser que ce sera le cas, et le rachat de la Fox par Disney n'aide pas vraiment à y voir plus clair. C'est assez dommage, contrairement aux deux précédents, le film aurait profité d'un scénario écrit par un seul auteur, et non pas un script réécrit 36 fois par 24 scénaristes différents. Et le fait qu'il soit rédigé par le scénariste de Covenant aurait assuré une bonne continuité avec ce dernier. Bref, du coup, il se passe quoi maintenant ? En 2013, Neil Blomkamp, réalisateur sud-africain à qui l'on doit le génialissime District 9, est en plein tournage de son film Chappie avec Sigourney Weaver. Grand fan d'Alien, il commence à parler avec elle de la saga et l'interroge sur son ressenti concernant le manque de véritable conclusion à cette histoire. Weaver lui révèle qu'elle trouve cela extrêmement dommage et qu'il faudrait qu'elle en parle à James Cameron. Blomkamp saute alors sur l'occasion. Il aimerait finir cette histoire et c'est à lui qu'elle devra en parler. 2 ans plus tard, en 2015, Blomkamp poste sur Twitter des concept art de ce projet d'Alien 5. Dès lors, les fans commencent à s'emballer. Les images montrent en effet le retour de Ripley, mais également de X, pourtant mort au début d'Alien 3. L'intention de Blomkamp aurait donc été de faire une suite à Aliens sans tenir compte d'Alien 3 et Alien Resurrection. Les concept art, assez prometteurs, laissent néanmoins planer le mystère sur le scénario que Blomkamp avait en tête. On y croise en tout cas une reine alien, des xénos contrôlés par des humains, un alien croisé avec un 1000 pattes, un vaisseau ingénieur et Ripley dans une tenue biomécanique. Face à l'engouement provoqué par ce simple tweet, la Fox lance son feu vert et Blomkamp officialise la chose sur Twitter. Il sera le réalisateur d'Alien 5, titré provisoirement Red Harvest. Sauf que pile au même moment, Scott est en plein développement d'Alien Covenant et si ce dernier accepte de produire l'Alien 5 de Blomkamp, il lui demande gentiment de remettre le projet à plus tard, le temps pour lui de finir Covenant. Histoire que Blomkamp ne marche pas trop sur ses plates-bandes quoi. On le sait, Scott est extrêmement possessif avec la saga Alien, et il est également possible qu'il n'ait pas vu d'un très bon œil que quelqu'un d'autre que lui débarque pour réaliser un nouvel opus. Bref, Blomkamp continue de développer le script dans son coin, et c'est silence radio jusqu'à ce qu'on apprenne en 2017 que le projet a désormais peu de chances de voir le jour. S'il bénéficie du soutien indéfectible de Sigourney Weaver, qui affirme que le script est excellent, Blomkamp se veut plutôt défaitiste. Le box-office de Covenant n'a pas dû jouer en sa faveur, et la Fox a probablement perdu l'intérêt qu'elle portait au projet. Bref, Alien 5 par Neil Blomkamp ça fait sacrément envie, mais ça verra certainement pas le jour à moins que James Cameron s'en mêle. Dommage. Si le futur de la saga Alien au cinéma est donc assez flou, il se pourrait bien que notre prochain rendez-vous avec les xénomorphes ait lieu sur le petit écran. Des rumeurs courent en effet depuis quelques mois, mais en février dernier, on a eu la confirmation officielle, 2 séries Aliens sont actuellement en développement, dont une produite par Ridley Scott lui-même. Pas vraiment de détails concernant ces 2 projets, mais peut-être que Scott en profitera pour conclure l'histoire de ses préquels. Ou peut-être pas. On en a donc pas fini avec les aliens, et si j'aimerais beaucoup voir Alien Awakening et Alien 5, 2 séries télé c'est déjà plutôt cool, et ça permettra d'explorer cet univers avec une profondeur inédite jusqu'alors. Cool. Mais au final, c'est quoi Alien ? Qu'est-ce qui rend cette saga si importante au sein du cinéma de science-fiction ? La grande richesse de la saga, c'est avant tout l'individualité de chacun de ses réalisateurs, qui avaient une vision bien précise du xénomorphe à nous faire partager. Scott, Cameron, Fincher, Jeunet... Les frères Strauss. Je déconne. Ils ont tous participé à faire entrer ce monstre dans l'imaginaire collectif, et même si tous les opus ne se valent pas en termes de qualité, ils ont le mérite de constituer des propositions cinématographiques bien distinctes les unes des autres. Scott et son film d'horreur gothique, Cameron et son film de guerre, Fincher et son thriller carcéral religieux, Jeunet et sa comédie noire, Anderson et son plaisir coupable de geek, les frères Strauss et leur merde, jusqu'au retour de Scott à la saga pour des films plus métaphysiques. Alien, c'est donc une saga unique qui aura marqué plusieurs générations et qui résiste étonnamment bien à l'emprise du temps. 40 ans après ses débuts, elle est encore une source d'inspiration pour bien des jeunes cinéastes qui ont récemment démontré leur savoir-faire via des courts-métrages officiels se déroulant dans l'univers d'Alien. Mais n'oublions pas pour autant les créateurs plus modestes qui regorgent tout autant d'inventivité comme en atteste cette impressionnante pièce de théâtre dans le lycée du New Jersey qui a fait le buzz en mars dernier. En guise de conclusion, je citerai la réponse de Sigourney Weaver à la question « Qu'est-ce que l'alien ?» Pour moi, l'alien, c'est ce qui terrifie chacun de nous. C'est un sentiment très personnel qui se matérialise dans une créature indestructible. L'alien, c'est la matérialisation de nos peurs les plus enfouies. Merci à tous d'avoir suivi cette rétrospective, ça a été un boulot énorme donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que dans l'espace, personne ne vous entend crier.